Il est impensable de tout savoir dans notre métier. Trop de techno, trop de métiers, trop de contexte. Mais à mesure qu'une équipe grandit, la somme des savoirs couvre un champ de plus en plus vaste. Mais pour que toute cette connaissance soit utile, encore faut-il qu'elle puisse être partagée, échangée et ainsi faire progresser l'ensemble. Mais alors, comment bien gérer toutes ces informations ? Le wiki est-il encore d'actualité ? Et surtout, comment dépasser la somme des savoirs internes ? Pour répondre à ces questions de savoir, je ne reçois pas le père Fouras, mais il s'y connaît. En réponse, William, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors William, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Oui, absolument. Donc William, je suis consultant en différentes choses, donc la tech, le dev, le DevOps, l'agilité, le produit, etc. Ce qui fait du coup beaucoup de sujets. Oui, tout à fait. Et ce qui te fait du coup beaucoup de connaissances à engranger, à maîtriser et du coup à rediffuser derrière. Oui, tout à fait. Mais sachant que y a un principe, on peut déjà commencer avec un principe de gestion de connaissances, c'est qu'on ne connaît rien seul en fait. Il ne faut jamais penser qu'on connaît quelque chose seul. On connaît peut-être cette citation, je ne suis pas sûr que je l'attribue bien à Newton, qui est si j'ai pu faire cette chose, c'est que j'étais sur les épaules d'un géant. J'étais un petit nain sur les épaules de géant. Et je pense que c'est vraiment cette image-là qu'il faut prendre. La connaissance est quelque chose de social, en fait. Ouais. Et du coup, ce qui est... Alors, j'essaie de voir en fait les ramifications de ce que tu évoques, sur le fait qu'effectivement, on ne peut pas apprendre seul. Parce que c'est-à-dire qu'effectivement, tu ne peux pas apprendre seul. Ça voudrait dire que tu dois tester, expérimenter, et du coup, tu dois faire beaucoup d'erreurs avant de réussir à comprendre comment un système fonctionne, si tant est que ce soit possible quand les systèmes deviennent vraiment complexes. Mais il y a aussi le fait que si je te file un livre qui résume l'ensemble des savoirs du monde, en soi, tu pourrais apprendre seul, mais tu n'apprends pas forcément de manière aussi pertinente et efficace que si quelqu'un vient t'expliquer, t'apprendre, te faire tu vas te transmettre quelque chose. Il y a aussi cette notion de transmission, j'imagine, dans ce que tu évoques dans le fait qu'on ne peut pas apprendre seul. Oui, en fait, c'est aussi une question de point de vue et de limitation humaine. On a certaines limitations de cognition humaine. C'est plutôt bien connu maintenant, par exemple le cortex préfrontal qui est très lent, qui est très énergivore et qui ne peut processer que, c'est 4, 5, 6 éléments en même temps. Et en fait, on a développé des stratégies pour contourner ces problèmes-là, ces difficultés-là. Et une des stratégies, c'est la sociabilisation, en fait. Et donc, cette sociabilisation, c'est le... J'essaie de formuler ma question. Hein. C'est pas... Pour toi, c'est plus sur... On apprend plus facilement en étant effectivement avec les autres, ouais. Ou c'est qu'on a aussi une tendance naturelle à transmettre aux autres? Je pense qu'il y a un peu des deux. Moi, ce que j'essaye d'évoquer, c'était plus le premier. Mais dans l'essai-erreur, il y a je dis un truc, regarde, j'ai fait ça, qu'est-ce que tu en penses? Parce que mon point de vue sur la chose ne va pas être le tien. Et ça va être enrichissant d'avoir ton point de vue, que je ne prenne pas des décisions toute seule. En fait, nous avons évolué pour prendre des décisions en groupe, en tribu. Et pas on est très mauvais pour prendre des décisions seuls. Et on est beaucoup plus performant quand on prend des décisions en groupe. Si on essaie du coup d'évoquer le sujet dans le contexte de la tech ou d'une équipe de dev qui est du coup la majorité des personnes qui nous écoutent, comment est-ce que tu vois, on a une image d'être un métier très solitaire, de personnes qui sont derrière leur écran chacun de leur côté. Comment est-ce que tu traduis ce concept de sociabilisation dans cette gestion de la connaissance de la tech ?
Je pense qu'on a certains a priori au vu du métier qu'on fait et aussi de la manière dont il s'est organisé depuis un certain temps. Sachant que je pense que les générations récentes, et moi compris, on sait pas comment, on n'a pas la connaissance justement, parce qu'on n'a pas le vécu réel de comment ça se passait l'informatique dans les années 70-80. Des fois, on a des bribes de témoignages de Bell Labs, de Xerox, etc. C'était très social. Les gens, ils étaient dans des bureaux séparés, mais il y avait énormément d'intercollaboration pour l'élaboration d'Unix, les petites commandes qu'il fallait coder. Le langage C, c'était très collaboratif. Le noyau Linux, on peut penser à Linus Torvalds, mais il y a quand même une armée de personnes qui contribuent à chaque fois derrière, quoi. Donc, ceci étant dit, on pense que en fait, pour apprendre un truc, il suffit d'avoir une super bonne documentation qui est très exhaustive avec un tutoriel et tout ça. Voilà. Et quelque part, c'est vrai. D'un côté, c'est vrai. Mais je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue tout ce qui est connaissance tacite, en fait. Il y a tout ce qui est documentation qui va être la connaissance explicite. Et ensuite, il va y avoir tout ce qui est connaissance tacite. Et l'exemple de connaissance tacite par excellence que je prends souvent, c'est faire du vélo. Est-ce que ça sert à quelque chose que je te donne un manuel du vélo pour que tu apprennes à faire du vélo ? À un moment, il va falloir que tu te lances. Ouais. Je ne sais pas si tu sais faire du vélo ou pas. Oui, non, j'ai appris ça étant petit. Ouais. mais voilà, moi j'ai appris finalement à 12 ans et voilà, il fallait se mettre dessus et puis tu apprends, ton corps apprend. Qu'est-ce que c'est que le fait d'être sur un vélo, d'essayer de trouver l'équilibre, de pédaler en même temps. Il y a une vidéo très intéressante sur le fait qu'on n'a peut-être pas une bonne intuition sur la manière de tourner sur un vélo. En fait, on pense qu'il faut juste tourner le guidon. En fait, pas du tout. C'est tourner, il faut se préparer. Il faut d'abord déséquilibrer le vélo et ensuite se pencher dans le déséquilibre et après tourner le guidon. Ouais. Et ça, c'est un truc qui nous vient... En fait, on n'a même pas conscience qu'on l'a appris, ça. Alors, il y a... alors c'est peut-être que je sors un peu trop de pistes. Jeu de mots avec le vélo. Il y a une chaîne qui s'appelle Smarter Everyday. Je ne sais pas si tu connais. Une chaîne YouTube qui est assez sympa, même si... Bon, je n'ai pas donné de critères de qualité. C'est une chaîne très sympa. Il a fait un truc, c'est que il parlait notamment de l'apprentissage et du vélo, et il a un de ses auditeurs qui lui a un jour envoyé un vélo avec juste un engrenage en plus sur le guidon. Et donc, quand tu tournes ton guidon à droite, la roue tourne à gauche, et inversement. Et en fait, il dit moi je reçois ça, je suis ingénieur, j'ai bossé pour la NASA et compagnie, tu me dis qu'il y a juste un truc où quand je tourne à droite, ça tourne à gauche, je suis ingénieur, tu vois, je suis capable de remapper le truc. Sauf qu'il dit, en fait, j'ai pas réussi à faire du vélo du tout. Ouais. Et il te montre des vidéos, en fait, où il amène le vélo en conférence, et il dit à des gens, je vous donne $500 si vous arrivez à traverser la Seine avec le vélo du premier coup. Et tout le monde essaye, personne n'y arrive. Parce qu'en fait, juste ce petit changement fait qu'en fait, tu sais plus faire de vélo. Et donc, il a fait une vidéo où il s'est dit, en fait, je veux apprendre à faire de ce putain de vélo. Et il s'est dit, maintenant, je vais passer 15 minutes tous les jours à essayer de faire fonctionner, à essayer de réussir à faire du vélo avec ce putain de vélo. Il a mis 2 ans, tous les jours, 15 minutes, et il dit, en fait, il y a un jour, il y a une espèce de déclic. C'est-à-dire que son cerveau a dit, ok, en fait, maintenant, les vélos, ça fonctionne comme ça, je sais pas pourquoi, ils ont changé le truc. Tu vois, le cerveau a dit, ok, maintenant, ça marche comme ça. Il raconte qu'en parallèle, son fils, qui avait, je crois, une dizaine d'années ou un peu moins, qui savait faire du vélo, a fait la même truc, et je crois que lui, en 2 semaines, le gamin s'était plié. Et alors, chose marrante quand tu continues le truc, c'est que un jour, il s'est retrouvé à Amsterdam pour une conférence, donc ville de vélo par excellence, et il s'est dit, du coup, je vais essayer de faire un vélo normal maintenant que je sais faire du vélo à l'envers. Et en fait, il raconte qu'il a mis, je crois, une dizaine de minutes ou une quinzaine de minutes avant de réussir à reprendre le truc et que son cerveau dise, ok, donc ils ont rechangé les vélos, et que tu vois qu'il y a un re-switch qui se fasse. Et tu vois, cet apprentissage, donc effectivement, il a été fait entièrement par l'expérience, parce qu'il avait ce côté de se dire, je sais que si je tourne à droite, la roue, elle tourne à gauche, mais ça suffisait pas, en fait. La connaissance théorique suffisait pas. Oui, tout à fait. Et là, on pourrait faire une petite parenthèse sur ça met en exergue la notion d'affordance. L'affordance, c'est un terme qui a été introduit par Gibson
du courant de la psychologie écologique. Et donc, alors, une façon de le définir, c'est la capacité de l'environnement ou d'une personne de te suggérer une action. En fait, en réalité, c'est plus profond que ça. C'est une relation entre une personne, un agent et un autre agent ou alors un objet. Donc, par exemple, je vais prendre un verre. Ça afforde le fait que je prenne ce verre comme ça. Si j'ai une tasse avec une anse, ça afforde le fait que je prenne plutôt la anse. Et surtout si la tasse est chaude. Il y a des trucs très rigolos où ils mettent des anti-affordances, où en fait la anse, elle n'est pas verticale, elle est horizontale. Et puis il y a aussi celle que je préfère, c'est la théière du masochiste, où en fait la anse de la théière est du même côté que là où sort le thé. Okay. Et donc effectivement, en dev, des fois, je pense qu'on sous-estime la notion d'affordance. On se dit, tiens, c'est bon, je vais pouvoir expliquer à quelqu'un ce truc-là. Je ne comprends pas pourquoi ils n'y arrivent pas. Et en fait, je pense que c'est parce que des fois, on construit un vélo qui a un boulot en trop, enfin un engrenage en trop. Alors du coup, pour recentrer effectivement sur... excuse-moi de cette sortie de route, mais du coup, la gestion de la connaissance, alors déjà, qu'est-ce que tu inclus dans cette notion de connaissance en restant sur cette notion d'équipe tech? Qu'est-ce que tu mets dedans? Qu'est-ce qu'il faut partager entre devs? En fait, déjà, je pense qu'il faut revenir un peu à certaines définitions de ce que c'est la connaissance et aussi de la distinguer des données et de l'information. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on rentre sur le détail de la sagesse. Il y a certaines personnes qui mettent... il y a le DIKW, il y a data, information, knowledge, wisdom. On ne va pas partir sur le wisdom. On va pas supposer qu'on est sage. Et c'est très important en fait de distinguer ces choses-là. Donc il y a Larry Prusak qui, je trouve, avait une manière très succincte de l'expliquer. Alors il est malheureusement, j'ai appris ce matin qu'il est décédé ce week-end. Ah. Donc on peut penser à ses proches, à toutes ces personnes à qui il a contribué, qu'il a mentoré en fait dans le domaine de la gestion de la connaissance. C'était vraiment une pointure dans ce domaine-là. Moi récemment j'ai revu en préparation de l'épisode différentes conférences de lui, donc c'est vraiment triste, mais il a une longue vie, il a beaucoup contribué à ce domaine. Et lui il expliquait, si on prend la situation où tu dois faire la cuisine pour quelqu'un, ok, tu es dans la cuisine et puis tu dis je vais sortir une recette. Ok, la recette de cuisine, si tu as des lettres sur le papier, tu as des mots, ces lettres forment des mots, ça c'est quelque part, c'est les données. Ensuite, l'information, ça va être la recette elle-même. Et la connaissance, selon lui, ça va être le fait de pouvoir cuisiner. Okay. Et si on s'est déjà frité un petit peu à ses débuts d'essayer de faire un peu de cuisine à partir d'une recette, on peut sentir qu'il y a un gap, il y a un écart quand même entre la recette et le fait de pouvoir exécuter cette recette en vrai. Du coup, ce que tu appellerais connaissance, c'est la capacité à déceler les étapes non décrites dans une recette. Par exemple, quand on te dit préchauffer le four à 180, c'est comment tu allumes le four, par exemple. Exactement. Ou c'est une compréhension de... quand on dit, par exemple, de couper tes légumes en julienne, ouais. C'est le fait de savoir... Tu vois, les juliennes, ouais. En fait, déjà, il y a un niveau d'abstraction. On va pas pouvoir... Pour être efficace, on va pas pouvoir t'expliquer à partir de rien pour un bébé, quoi. Sinon la recette elle va faire des kilomètres quoi. Et même ce sera pas efficace. Derrière tout terme il y a le sens qui est une connaissance tacite. On apprend par l'expérience que tel mot veut dire généralement cette chose là, et après on peut avoir une connaissance un peu technique mais tacite aussi sur les couper en julienne, qu'est-ce que ça veut dire. Un jour on va te l'apprendre, tu peux regarder des images, tu peux lire des livres, etc. À un moment il va falloir que tu le fasses. Il peut y avoir aussi des petits détails qui ne sont pas dits dans la recette sur en fait il ne faut pas que ça ressemble à ça, quand c'est comme ça c'est cramé, c'est que c'est foutu, ça ne va pas être bon, c'est que en fait il faut continuer à mixer un truc et à quelle vitesse il faut le faire. Il faut le faire très vite si tu veux monter tes œufs en neige ou je ne suis pas très très bon en cuisine mais voilà, il y a toutes ces connaissances là en fait qui font partie de la connaissance tacite. Et effectivement qui va distinguer de l'information. Et aussi il y a cette petite notion de connaissance explicite
qui parfois se confond un peu avec l'information. Mais là, je vais me référer plutôt à Walter Freeman, troisième du nom, qui était un neuroscientifique, qui lui, il a donné cette définition plutôt, c'est une information, c'est un fait ou une caractéristique de quelque chose ou de quelqu'un qui peut s'exprimer généralement en chiffres. C'est tel jour, il s'est passé tel truc. Et encore, tel jour. Et puis, une autre information, ça va être il s'est passé un truc. La connaissance, en fait, c'est la compréhension des liens entre différentes informations. Je vais commencer à faire un lien. Et on peut rajouter un autre concept, c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité à mobiliser des connaissances pour résoudre un problème. Et donc la connaissance, en fait, on peut avoir de la connaissance explicite qui se confond avec une information dans une recette. Il peut y avoir de la connaissance explicite, c'est le fait que si tu fais telle succession d'étapes, il y a un gâteau qui va apparaître quand tu vas le sortir du four, quoi. Il y a eu une réaction chimique quelque part que tu as provoquée. Toi, tu ne connais pas la réaction, tu ne la maîtrises pas. Mais en fait, c'est la recette qui t'a apporté cette connaissance que ce gâteau va sortir, quoi. Et c'est pas autrement. Il y a différentes recettes qui vont te donner différentes choses. Un exemple un peu caricatural que j'aime bien utiliser pour cette notion de connaissance, qui est un lien entre deux informations. Et je suis obligé de sortir une citation de Friends. Je ne sais pas si tu es un peu connaisseur de cette série. Et il y a un truc qui revient souvent avec Joey, avec le personnage Joey, qui est souvent pris pour le gars qui est beau, mais qui est un peu bête. Et encore, voilà, ça dépend de l'épisode. Des fois, on lui donne un peu un beau rôle quand même, parce que quelqu'un qui est aussi bête, des fois, ça n'existe pas vraiment. Mais très souvent, il y a des situations où, en fait, il y a deux choses qui arrivent, et tout le monde a compris ce que ça implique comme connaissance, ce qu'il faut en inférer des événements. Et ce n'est que parfois 3, 4, 5, 10 secondes plus tard que Joey comprend et enfin fait « Oh, mais en fait, c'est Monica et Chandler qui couchent ensemble. En fait, on est dans l'appartement de l'ex de Monica et il a une vidéo de Monica. Il y a une vidéo écrite Monica sur le truc. C'est qu'il l'a filmé en train de... Il met plus de temps, effectivement, à chaque fois. Il met tellement de temps. Et parfois, il y a une scène où Chandler, il dit arrive plus vite, parce qu'en fait, il y a plusieurs enchaînements. En fait, il y a plusieurs petites connexions qu'il doit faire. Et tu vois à chaque fois qu'il est fait une après l'autre. Et Chandler, il fait mais c'est bon, allez, arrive jusqu'au bout, quoi. Et c'est ça un peu, il se passe deux choses. C'est quoi le lien entre ces deux choses-là? Et ça, c'est une partie de la connaissance. Et dans l'informatique, si on peut revenir à notre domaine, ça va être, par exemple, une activité qui pour moi a toujours été au cœur de l'informatique, ça va être l'analyse de quelque chose qui s'est passé. Souvent, un truc qui s'est mal passé. J'ai mis une petite entrée ici, à une sortie, il n'y a pas eu la sortie que je voulais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc que je trouve que certaines personnes ont, et d'autres personnes l'apprennent après sur le tard, mais très bien, hein. C'est comment découper, comment analyser en fait cette situation-là. Et ça repose beaucoup sur la connaissance. Si on l'a, on va beaucoup plus vite. Si on l'a pas, il va falloir qu'on la génère. Il va falloir qu'on sorte des boîtes. Mais il y a une connaissance qui englobe tout ça, c'est la méthode. C'est le fait de se dire, c'est prévisible normalement. Si il s'est passé le mauvais truc au bout de la chaîne, c'est qu'il y a un maillon de la chaîne qui n'a pas bien fonctionné, ou plusieurs peut-être. Et donc on va essayer de découvrir c'est quoi les maillons, quelles sont les entrées et sorties intermédiaires qui se sont passées, et on va découvrir ça. Ouais. Mais quand tu parles de méthode, du coup, moi ça me ramène à ton analogie de la recette. Ouais. Et tu nous décrivais la recette comme étant de l'information et pas de la connaissance. Si, il y avait les deux. Il y avait la dualité, donc c'est l'information, ça va être... Et puis il y a un peu de... comment dire? Forcément, différentes personnes ne vont pas avoir tout à fait la même définition des choses. Larry Prusak est très catégorique sur la définition de l'information. C'est souvent... pour moi, ça se confond des fois avec la connaissance explicite. Et pour lui, toute connaissance, finalement, elle est tacite pour lui. Donc, c'est un peu ça, parfois, la difficulté d'interpréter. Mais donc, du coup, toi, dans cette notion de gestion de la connaissance, qui est le titre de cet épisode,
t'inclus pas des idées de documentation ou d'ADR ou ce genre de choses? Si. Ouais, donc, et pour moi, il faut faire attention. C'est très bien de documenter. C'est important de documenter et je suis à fond d'accord sur les derniers rapports d'Aura, c'est DevOps Research and Assessment, qui est la suite du livre Accelerate, le travail de sondage sur les pratiques DevOps et leurs impacts sur les différents résultats business. Ces dernières années, ils ont fait des analyses sur l'impact de la documentation claire sur la performance d'un projet. Effectivement, ça a un impact. Après, attention, on ne peut documenter qu'une partie. On ne peut codifier, expliciter qu'une partie de la connaissance qu'on a. Et donc, il y a ces deux citations que j'aime bien reprendre. Une première citation de Michael Polanyi du livre The Tacit Dimension, qui est « On saura toujours plus que ce qu'on peut dire ». Et Dave Snowden qui ajoute bien plus tard « On ne pourra toujours dire plus qu'on peut écrire ». Et donc, en fait, c'est très bien de codifier, c'est hyper important. Il y a des mouvements entiers la codification du manifeste agile, la codification de Scrum. Tout ça, ça a permis une diffusion massive. Il y a des moments tournants où, en fait, la connaissance, c'est hyper important de codifier. Ce qu'il ne faut jamais sous-estimer, c'est que cette codification, elle se fait avec perte. Et donc, oui, parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est que ce n'est pas une question de manque de volonté ou manque de temps des gens, c'est qu'il y a des concepts qu'on ne peut pas traduire dans le contexte des outils que tu as. C'est-à-dire que si on reprend ce principe que tu évoques, la connaissance et le lien entre les éléments, ne serait-ce que comment j'exprime un lien, alors c'est facile pour nous devs de se dire un lien, c'est une balise A avec un href, ça fait un lien. Ouais, mais du coup, le lien, il y a du contexte aussi qui est associé à ça. C'est pas juste cet élément-là, c'est lié à celui-là. Il y a juste. Il y a l'usage aussi. Il y a les conventions qui ont évolué. La balise, pourquoi le lien il est bleu? Il a souvent été bleu. Aujourd'hui, il est plus si bleu que ça. Google qui a quand même fait des recherches sur c'était quoi le meilleur bleu pendant un moment. Mais oui, et puis il y a l'usage qui a beaucoup progressé sur l'usage du lien. Ouais. Alors du coup, comment est-ce qu'on peut transmettre cette connaissance s'il y a autant de pertes? Parce qu'effectivement, dans ce que tu décris, ces citations semblent effectivement assez justes. On se dit qu'effectivement, entre ce que je sais, ce que j'arrive à exprimer et encore plus ce que j'arrive à écrire, il y a une perte. Comment je fais pour transmettre cette connaissance? Moi, je pense que je vais essayer de ne pas donner toutes les réponses. Moi, j'invite vraiment les personnes à aller investiguer plus profondément les choses et juste donner un peu un aperçu des choses. Je pense qu'il faut vraiment il faut crever l'effet Dunning-Kruger sur ces concepts-là et de vraiment accepter le fait que nos intuitions sur notre cognition et nos connaissances, notre manière de réfléchir, notre manière de prendre des décisions, nos intuitions sont fausses, sont largement fausses. Et il y a plein de phénomènes, il y a plein d'études qui démontrent, on peut prendre les biais cognitifs, qu'il faudrait mieux appeler des heuristiques cognitives, parce qu'en fait, ces choses-là, ce n'est pas des bugs. Si quelqu'un dit que les biais cognitifs, c'est des bugs, il faut dire que c'est grâce à ces bugs qu'on est là encore. Sinon, on n'aurait jamais survécu sur les savanes d'Afrique, quoi. Il faut qu'on soit capable de prendre des décisions très rapides sur de la connaissance et de l'information qui est limitée. Et en fait, c'est mieux de ne pas mourir que d'être milliardaire. On est d'accord. Et donc, je pense qu'il faut vraiment aller crever ces a priori qu'on a et faire attention à ses intuitions sur ces choses-là. Ne pas se dire, tiens, je vais faire ça et ça va bien marcher. Il faut aller voir dans le côté science ce qu'il en est. Ok. Mais alors, du coup, c'est quoi? C'est une question d'outils pour réussir à transmettre cette connaissance? Il faut réussir à avoir des outils où tu peux réussir à abreuver cette notion de lien et de contexte du lien? Je pense que c'est une combinaison d'outils et de pratiques et de connaissances aussi. D'abord, c'est comment les humains fonctionnent réellement et pas de la manière que je pense qu'ils devraient être. Et un humain n'est pas un ordinateur. Si ton modèle d'un humain, c'est comment fonctionne un ordinateur, il faut que tu le jettes. Il faut que tu penses complètement le contraire, en fait. Et c'est très bien, d'ailleurs, parce qu'en fait, on est complémentaires.
Et l'IA, en fait, l'IA n'existe pas, mais ça, on pourra faire une autre discussion. La ML, l'apprentissage artificiel, c'est très, très complémentaire de ce que nous, on sait faire. L'apprentissage artificiel, c'est faire des choses que nous, on ne sait pas faire, ou alors le fait de manière plus rapide ou plus performante. Mais ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est déléguer une décision à un apprentissage artificiel. Nous devons garder la main sur les décisions à la fin, mais avec un renseignement de ça. Donc, il faut déjà savoir comment les humains fonctionnent, qu'est-ce que la technique peut apporter en complément de notre fonctionnement, et ensuite d'essayer de voir ce qui a marché, les différentes théories sur ce qui peut marcher, et après de tester, en fait. C'est dans un contexte, se dire, OK, selon telle théorie, ça devrait donner des résultats. Maintenant, dans mon contexte, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Qu'est-ce qu'on a envie de tester ? Et tester plusieurs choses différentes, en fait, en parallèle. Pas faire des pivots à chaque fois, pivoter sur soi-même plein de fois, mais plutôt envoyer des petites sondes, un peu des explorations par là. Ah, cette équipe a envie de faire ça, allez-y. Cette équipe a envie de faire ça, bon, allez-y. Dans 6 mois, dans 3 à 6 mois, on va voir ce qu'il en est. Et sûrement, en fait, la bonne méthode, ça va être une combinaison de tout ça. Mais effectivement, pour moi, l'outil est important. La méthode aussi est éclairée par le savoir scientifique. Et donc, ce que tu dis, c'est que l'outil, dans un contexte d'outil aidé par de l'IA, c'est que l'IA peut t'aider à formaliser ou à exprimer un lien, mais pas à le créer, c'est ça ? Entre deux informations ? Oui. Alors ça, l'apprentissage artificiel est très mauvais sur le rapprochement des liens, sur la création de connaissances, en fait. C'est en tout cas le consensus de beaucoup de personnes qui sont dans le domaine de gestion de connaissances ou de la cognition humaine. Nous, on est très bon pour faire des rapprochements. Par contre, on est peut-être parfois un peu trop bon. Il y a la notion d'apophénie, où en fait, on va créer des liens entre choses qui n'ont pas de lien. L'apophénie, c'est typiquement, tu vois un nuage, tu vois un visage sur un nuage, tu vois... Ou dans une maison, quand il y a 2 fenêtres et une porte en bas, tu dis tiens, c'est marrant, ça ressemble à un visage, alors qu'en fait, c'est pas un visage. Non, pas du tout. Donc oui, on est capable de produire des choses qui ont une utilité parfois poétique aussi, mais voilà, on n'est pas, l'apprentissage artificiel n'est pas capable de faire ça. Par contre, et c'est un des cas d'utilisation que j'avais entendu, il y a une vidéaste qui est astrophysicienne, sur YouTube, Ali, non, je vais mal dire son nom, mais elle parle du très bon usage où il y a un télescope qui a pris des tonnes de clichés de galaxies ou de planètes. Maintenant, il va falloir classifier ces galaxies, ces planètes. Il y en a des plusieurs millions, voire milliards, je ne sais pas combien, je ne suis pas astrophysicien. L'apprentissage artificiel va être très très utile pour aller classifier ces choses-là. On va d'abord sous réserve de lui avoir correctement appris dans un premier temps comment on fait la classification. On lui prend par la main avec des petits échantillons, on élargit un peu le truc et puis après on lui passe toutes les données une fois qu'on est assez confiant sur un jeu de données restreint que c'est bon. Au-delà de l'outil, on a l'impression avec l'expérience, en tout cas tu vois, moi, c'est un truc que je dis parfois, c'est que tous les devs te diront la doc, c'est indispensable, les tests, c'est indispensable, et que quand on arrive sur un projet où il n'y a pas de doc et pas de test, on hurle au scandale. En revanche, quand on nous demande à nous, en direct, maintenant, c'est toi qui vas faire les tests, c'est toi qui vas faire la doc, on dit, non, c'est pas à moi de le faire, il faut plutôt demander à quelqu'un d'autre. Tu vois, donc on a parfois l'impression que la lacune dans cette gestion de la connaissance, elle est souvent très individuelle. C'est que d'un côté, les gens ont du mal à avoir le réflexe d'alimenter une base de connaissances ou autre, on peut l'appeler comme on veut, mais il y a aussi assez peu souvent le réflexe de la consulter. Alors souvent parce qu'elle est mal foutue, très certainement, mais tu vois, il n'y a pas non plus le réflexe de la consulter. Plus le réflexe d'aller demander à son voisin, tiens, en fait, comment on fait ou tu m'avais filé une commande la semaine dernière, c'est quoi déjà Oui, en fait, ça fait partie aussi des réalités, de comment on gère, comment on produit la connaissance, à quel moment il faut la codifier aussi. Et je pense qu'il y a souvent un biais où on cherche la méthode, peut-être pas parfaite, on sait que la perfection ne va pas exister, mais en fait, ce qui est dommage, c'est qu'on cherche la méthode unique
qui va être là dans toutes les circonstances. Alors qu'en fait, un projet, c'est une respiration pour moi. Il y a l'innovation, pour moi, c'est comme un produit. Au début, tu as un petit coup d'innovation. Ça prend ou ça prend pas. Bon, si ça prend, hop, on va passer à des primo-adoptants. Ils ne cherchent pas la même chose. Il faut itérer, il faut prototyper, etc. À un moment, on commence à toucher un usage. Hop, on passe à la majorité précoce, qui ne cherche pas du tout la même chose non plus. Puis la majorité tardive, et puis la garde qui adopte à reculons. Et voilà. Et après, hop, la vague, elle descend. Et là, il faut initier une nouvelle vague à un moment. Et la durée de la vague, on pourrait en parler, c'est variable. Mais il y a une nouvelle vague qui part. Et c'est un coup de respiration. Et pour moi, c'est hyper important de se dire que je ne fais pas les mêmes choses au même moment. Il faut faire attention à la convergence prématurée. Si je commence trop tôt à codifier les choses, en fait, c'est un coup d'épée dans l'eau. Parce qu'en fait, c'est pas finalisé. Je suis sur des itérations courtes de prototypage où je suis en train d'apprendre des tonnes de choses super rapidement. Si je suis en même temps en train de codifier tout ça, en fait, c'est une perte de temps. Par contre, une fois que j'ai des choses stabilisées, c'est là où je peux commencer à le faire. Quand on fait un ADR, en général, on essaie de codifier un ensemble de choix dès qu'ils ont été faits. Donc, on va essayer de faire ça le plus tôt possible parce que ça va alimenter les réflexions ou les analyses plus tard. Oui. Pour moi, il y a des moments clés pour les ADR. Ça va être un peu dans l'entre-deux. Je pense qu'il y a un travers, et c'est de mettre l'ADR un peu trop tôt. Après, je pense qu'il y a quelque chose qui est ressemblant à l'ADR, qui est le Safe to Fail Probe, que je traduis par une exploration à perte acceptable. Où en fait, c'est un concept de Dave Snowden, qui est de se dire, quand je suis en incertitude, en fait, il faudrait que je lance plusieurs sondes comme ça, enfin plusieurs explorations en parallèle pour voir qu'est-ce qui marche le mieux. En fait, c'est plutôt pour mieux découvrir, pour mieux apprendre, pour tâter le terrain. Et ensuite, il y a de la connaissance qui va être générée, ce qui va me permettre de dire, en fait, c'était ni A, ni B, ni C, mais en fait, c'est un mélange de B et de C avec un petit rajout, et c'est ça, en fait, le produit qui est nécessaire. Et donc, c'est formaliser une exploration à perte acceptable, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un ADR. Ça ressemble un petit peu. C'est qu'est-ce qu'on va faire, quelle est la mesure du succès ou pas. C'est peut-être un pré-ADR en fait. C'est l'expérimentation qui va se faire avant de faire l'ADR. Et on va essayer de constituer un portefeuille en fait d'exploration en parallèle, explorer plusieurs choses en même temps. Mais le truc, c'est qu'il faut sentir un peu la vitesse de la chose. Si ça va très vite et que l'équipe est bien a des communications informelles qui sont bien établies, en fait, l'ADR, il n'a pas de sens. C'est plus tard. Et qui pourrait peut-être avoir du sens d'essayer de formaliser des choses comme ça. Ouais, je vois. Mais donc, du coup, comment est-ce que tu donnes envie aux gens déjà d'alimenter un système de gestion de connaissances? Ouais, donc je pense que déjà, parfois, c'est pas forcément la bonne question à se poser. Si je reviens à cette notion d'affordance, ça va être aussi d'explorer, l'idée ça va être d'explorer qu'est-ce qui est affordant pour les gens. C'est pas, tiens, j'ai un système, comment je fais pour que les gens alimentent mon système? Ça va être plutôt, tiens, j'ai plein d'idées différentes. Alors, laquelle va être la meilleure, quoi. Du coup, ce que je comprends dans ce concept d'affordance que tu as évoqué, quand tu parles de la anse sur la tasse, c'est comment je modifie mon outil pour que les gens l'utilisent correctement, en fait. Il y a de ça aussi, correctement. Qu'ils aient envie de l'utiliser de manière à ce que ce soit le plus optimal pour tout le monde, ce qui est un peu le but de la anse. C'est-à-dire que... Tu vois ce que je veux dire? Le but de la hanse, c'est que tout le monde peut tenir la tasse sans se brûler. Ça match pour tout le monde. Et tu as envie de l'attraper par la hanse. Tu n'as pas envie de l'attraper. Enfin, si, parfois, mais on s'entend. Donc, c'est ça que j'entends aussi pour moi dans la question comment tu fais pour donner envie aux gens. C'est aussi comment je modifie mon outil pour que ça se soit fait. Ouais, mais on peut sous-entendre potentiellement qu'il y a un effort de design qui peut être faisable. Hein. Il y a des designers qui arrivent à dire, à préconcevoir, de dire l'ergonomie va faire qu'il vaudrait mieux que je conçoive mon interface
de telle manière parce que ça va être plus accessible pour les humains. Il y a des situations où c'est imprévisible en fait. Il y a un design upfront qui est impossible en fait. Il faut explorer plusieurs options et découvrir ce qui marche le mieux aux gens. Okay. Donc pour toi, cette notion de qu'est-ce que je peux modifier pour que les gens aient envie de participer, c'est spécifique à chaque équipe, chaque contexte, chaque individu? Il n'y a pas une one size fits all? Ah non, surtout pas. Après, il peut y avoir des petites idées. Donc il y a quelques idées. Ça va être, comment dire, de faire du donnant-donnant. C'est, je veux que tu prennes du temps. Ben, je vais en faire en sorte que tu vas t'économiser du temps. Donc, il y a eu une initiative dans l'armée où on voulait qu'ils commencent à alimenter une certaine base de connaissances. Et en fait, eux, ils ont l'habitude d'écrire des rapports post-patrouille qui sont très lourds et très chiants. Ils sont entraînés à le faire, donc voilà, on te dit tu le fais, sinon tu sors. Donc voilà. Mais au lieu de dire maintenant tu alimentes ce système en plus, sinon tu sors, c'est plutôt en fait tu fais à la place. Mais c'est ton choix. C'est-à-dire que si tu as envie de continuer à remplir le rapport chiant de post-patrouille, vas-y, fais-le. Mais si tu veux, à la place, tu peux remplir ce nouveau truc. Et après, on voit. Donc c'est un peu donnant. Si je veux perdre du temps à quelqu'un, il faudrait que je lui en fasse gagner au moins autant, voire peut-être plus. Mais je lui donne le choix. Je lui garde le choix. Et comme ça, je peux voir un signal du marché. Est-ce que c'est la bonne option ou pas? Et est-ce que le gain de temps que tu peux envisager grâce à ce partage d'informations, parce que si j'alimente une base d'informations et que mes collègues le font, on suppose qu'on a du coup une richesse d'informations à disposition dans laquelle je peux aussi taper quand j'en ai besoin, du coup qui me fera gagner du temps. Est-ce que cette notion de tu vas gagner du temps après grâce à ce que tout le monde va faire est suffisant comme motivation pour alimenter la dite base? Il faut voir, je pense qu'il y a aussi une considération à avoir, c'est le type de choses qu'on va codifier. Donc effectivement, c'est bien des fois de codifier quelques recettes. Par contre, ce qui est encore mieux, c'est de pouvoir codifier, de rapidement savoir qui détient la connaissance supplémentaire. En fait, on va pas essayer de consigner la connaissance, on va essayer plutôt de la cartographier. Donc notre système peut avoir des morceaux de connaissances explicites dedans, mais il y a surtout quelqu'un qui signe en bas. C'est qui a fait la dernière modif. Est-ce que je peux rapidement, avec quelques mots-clés, faire une petite recherche et de savoir, c'est pas seulement la page sur laquelle peut-être une information utile est consignée, mais c'est aussi les quelques personnes qui seraient intéressantes d'aller interroger. Et ensuite, de fluidifier ces échanges-là. Si j'ai peur d'aller interroger cette personne-là, si je sens que je vais la déranger, la connaissance va être moins fluide que si en fait il y a déjà des liens informels. Dave Snowden il dit ce qui est génial c'est quand un tel connaît un tel, voire éventuellement connaît un tel qui connaît la réponse. Et en fait c'est comme ça que finalement le besoin va être résolu. Et parce qu'après il va y avoir un effort d'adaptation de la connaissance aux besoins particuliers. Tu as beau dire, voilà, tiens, il faudrait faire ce script de telle manière, mais à un moment, tu es dans une situation qui n'est pas tout à fait la même. Tu n'as pas tout à fait le même besoin. Et tu dis, ouais, c'est intéressant, c'est un nouveau concept, donc comment est-ce que je fais pour adapter ça avec ça? Si j'ai la signature en bas de la personne qui a rédigé ce doc, et que cette personne est disponible, et qu'en plus, c'est peut-être quelqu'un que je connais, ou je connais quelqu'un qui le connaît, qui peut me faire l'introduction, en fait, ça va être beaucoup plus rapide de résoudre le problème que d'essayer de tout codifier. Attends, il y a une question qui m'était venue sur... oui, ce qui est surprenant dans cette notion de cartographie que tu évoques, c'est que moi, de ce que je comprends, c'est une cartographie qui est très humaine, c'est-à-dire qu'il y a une information et voilà dans la tête de qui l'information est disponible. Ouais. Là où pourtant, aujourd'hui, quand tu parles dans une boîte on va mettre en place une knowledge base ou ce que vous appelez-le comme tu veux, l'idée derrière la direction, c'est de se dire si un tel s'en va, en fait, il part avec plein de connaissances, donc il faut qu'on ait la connaissance sur un truc écrit, comme ça, quand il peut partir sans qu'on en soit pénalisé. Et toi, ce que tu dis, au contraire, c'est tu vois, comment tu fais pour
que quand quelqu'un part, tout ça, ça part pas avec lui. Ouais, alors une des stratégies, c'est de cartographier à l'avance. Déjà, c'est quand la personne a posé sa DEM, c'est trop tard, souvent. On fait souvent ces plans, on dit à la personne, bah tiens, fais-moi un plan de tout ce qu'il faudrait que tu transmettes comme connaissance et à qui, avec un timing, etc. Et on déroule le plan et on sait qu'il y a 50% de trucs qui tombent à côté, quoi. Et encore Et encore, tu es généreux parce que moi, j'ai eu l'occasion de le faire dans ma carrière. Et c'est vrai qu'à chaque fois que tu t'en vas et qu'on te dit, bah, du coup, dis-nous un peu ce que tu fais et à qui on peut le transmettre, bah, en fait, tu fais une liste, il y a 20% des choses que tu mets dans ta liste et il y a tout un tas de trucs Et on te rappelle 2 mois après en disant, ah tiens, là, en fait, il y a un truc qui s'est passé, c'est quoi le machin Ouais, parce qu'en fait, il y a un principe, donc tu pourras mettre en lien, il y a Dave Snowden qui a énoncé 7 principes de gestion de connaissances. Et un des principes, c'est qu'en fait, la connaissance ne peut pas être réquisitionnée, elle peut seulement être offerte. En fait, si je te pose la question, qu'est-ce que tu connais sur le Java ? Alors, tu vas me dire des trucs un peu bateaux au début, mais après, tu vas sécher, quoi. Et pourtant, tu en connais sûrement des choses sur le Java. Un des exemples que j'aime bien prendre, c'est est-ce qu'il y a une chanson que tu sais sûr que tu connais toutes les paroles ? Je ne sais pas si tu passes à l'émission N'oublie pas les paroles. Tu as adoré cette chanson. Moi, c'est sûr, il n'y a aucune chanson à laquelle je connais toutes les paroles. Bon, c'est pas grave, mais les auditeurs et auditrices, ils pourraient essayer d'imaginer, voilà, cette chanson-là, je sais que je connais toutes les paroles. Et ensuite, de faire l'exercice, d'essayer de commencer à chanter au deuxième couplet. Et de se rendre compte que souvent on est très incapable. Alors que si on commence à chanter le premier couplet et puis le refrain, il y a le deuxième couplet qui nous vient tout de suite. Et pour les gens qui écoutent les albums dans l'ordre, ou avec des CD encore, souvent, parfois à la fin d'une chanson, on a déjà la suivante qui nous apparaît dans la tête parce que en fait, on a fait c'est comme ça que notre cerveau est construit. C'est pas du random access. Il faut qu'il y ait un déclencheur, en fait. Et ça raccroche aussi cette notion d'affordance. Et une affordance, c'est aussi quelque chose qui va déclencher la bonne connaissance dans notre cerveau. Et on est là, on organise notre cerveau pour ça, en fait. Et donc, finalement, il y a aussi cette notion de cognition étendue. En fait, les objets qui sont autour de nous, les vêtements, les personnes en face, font partie de notre cognition. Et c'est pas que dans la tête que ça se passe. C'est aussi... on sait qu'il y a plein d'indices dans l'univers qui peuvent nous aiguiller là-dessus. Et il faut s'en servir. Donc, d'abord, il faut, à l'avance que quelqu'un parte, il faut déjà commencer à cartographier les choses. Et il y a une méthode que encore Dave Snowden qui propose, c'est ASHEN, A-S-H-E-N. C'est une mnémonique en anglais, c'est Artifacts, Skills, donc les compétences, Heuristics, heuristique, c'est les petites règles de jugeote, l'expérience, et N, c'est Natural Talent, le talent naturel. Et donc, l'idée, c'est de se dire, la connaissance ne peut pas être réquisitionnée. Donc, en fait, je ne vais pas te demander d'utiliser cette méthode comme ça, de but en blanc. Je vais profiter du fait que tu viens de manipuler une certaine connaissance. Ça vient de t'être rappelé parce qu'il y avait un besoin particulier. Et je vais te demander de faire HN là-dessus. Quel artefact tu as consulté pour faire ce que tu viens de faire ? Quelles sont les compétences que tu as dû mettre en œuvre ? Quelles sont les heuristiques que tu as appliquées ? Quelle est l'expérience que tu as dû avoir pour prendre la bonne décision ? Quel est le talent naturel, le truc que tu dis, c'est pas très transmissible facilement. Et puis, on peut documenter plusieurs éléments autour de ça. Et ça part dans une cartographie qu'on peut ensuite écumer, faire travailler. Et derrière, il y a une phase où on va essayer de concevoir des actions managériales de gestion de connaissances sur, OK, il n'y a qu'une personne qui connaît ce truc-là. Qu'est-ce que je fais ? À qui je dois le transmettre et de le faire à l'avance, en fait. Mais vu que tu l'as cartographié, à un moment, tu peux dire, oui, je me rappelle, tu avais utilisé cette connaissance dans le cadre de ce besoin-là. Est-ce que tu peux refaire un exo ou un kata avec un tel pour l'accompagner sur la transmission de ça ? Tu nous as dit du coup qu'il y avait 7 grands principes de la connaissance. Là, on en a fait un. En fait, on en a fait un deuxième. Avant, c'était la notion de je sais plus que je peux dire et je peux dire plus que je peux écrire. Ouais. Ok. Donc, il en reste 5. C'est quoi les 5 autres très rapidement, donc il y a, on sait, on a un petit peu fait celui-là aussi avec l'histoire de la cassette. C'est on sait ce que l'on sait que quand on a besoin de le savoir. Il y a ce que je sais, mais il y a beaucoup de choses que si je te demande comme ça, tu sais pas forcément que tu le sais.
alors que dans le besoin, tu vas pouvoir réagir avec la bonne connaissance, quoi. Ok. Après, il y a le fait qu'il y a sur la notion de rétention de connaissances, donc peu de gens finalement retiennent leurs connaissances face à un vrai besoin. Et ça, c'est un truc que je ne mesurais pas tellement l'importance, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on réfléchisse, notamment sur tout ce qui est open source. C'est parfois la vulgarisation massive de certaines connaissances trop tôt, c'est ça qui fait qu'on pervertit. On a un gros risque de perversion de l'utilisation de cette connaissance. On se dit, l'agilité, il y a tellement de faux agiles. Peut-être qu'on n'a pas été très judicieux dans la manière de partager cette connaissance-là au début. Et si on avait utilisé un petit peu de jugeote de confiance, de partager d'abord qu'avec des personnes de confiance, on aurait eu peut-être un meilleur respect initialement, et ensuite on aurait pu ouvrir les vannes et avoir quelque chose qui tienne la route derrière. Et donc il y a cet exemple, c'est en voyant une vidéo sur les randonneurs de montagne et les problématiques qu'il y a aux États-Unis avec trop de personnes qui essayent de se faire des randonnées en montagne et qui n'ont pas l'équipement, qui n'ont pas le savoir, qui n'ont pas la connaissance. Il y a une surpopulation, en fait. Il y a plein de milieux vivants qui sont piétinés, qui sont surexploités. Et c'est un vrai problème parce qu'en fait, on se dit toute cette richesse naturelle devrait appartenir aux gens. Mais il y a une limite, il y a une capacité maximale de personnes qui peuvent fouler Yellowstone pendant l'année, quoi. Et puis aussi le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent en danger parce qu'ils ne savent pas qu'il y a les éléments. C'est des citadins, c'est normal. Ils sont pas suffisamment confrontés aux éléments et de savoir quels sont les risques et quel est l'équipement minimal qu'il faudrait avoir et quelles sont les bonnes choses à regarder en cas de danger, tous les réflexes que les randonneurs vont avoir. Et que les randonneurs, en fait, se transmettaient de pair en pair. En fait, ces choses-là n'étaient pas forcément très écrites, mais en fait, c'est des gens dans un relais qui se retrouvent comme ça par hasard, qui vont s'échanger des histoires et qui, petit à petit, les randonnées bien aguerries vont faire améliorer la connaissance et la maîtrise des randonneurs novices, quoi. Mais ils vont choisir. Je ne vais pas te dire comment accéder au pic si je vois que je sens que tu ne vas pas y arriver, en fait. Parce que finalement, je te mets en danger si je te partage cette connaissance. Alors, c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu de gatekeeping. Il faut faire attention, c'est pas parce que c'est sur la base de ta couleur de peau que je devrais faire ce choix, ou que tu es une femme ou un homme. Mais c'est vrai que peut-être qu'il y a une petite réflexion supplémentaire par rapport à cette règle-là. Mais là, on revient du coup aussi à ces sortes de biais de réflexion humain. Mais j'entends effectivement ce que tu dis, c'est que le fait de partager trop d'informations trop tôt avec les gens. Et alors, je ne sais pas si c'est la même chose, mais moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est des gens qui vont, par exemple, créer une boîte, qui vont se renseigner sur comment Facebook fait pour gérer l'authentification, par exemple. Et du coup, ils se font des systèmes qui sont hyper complexes, qui peuvent, en se mettant une problématique, de me dire comment je fais pour gérer quand j'ai 10 000 connexions simultanées, alors que pour le moment, tu n'en as même pas une, en fait. Donc déjà, tu vois, c'est une espèce de... On se pose des contraintes qui n'existent pour le moment pas du tout, quoi. Ouais, moi, je déplore le fait que Docker Swarm est beaucoup perdu par rapport à Kubernetes. Très souvent, dans des accompagnements, à l'époque où Docker Swarm était encore possible, on préconisait Docker Swarm pour des petits usages. Et après, on disait, mais ne vous inquiétez pas, si jamais il faut faire une promotion, il faut grandir vers Kubernetes, il y a plein de passerelles, ce sera assez facile, vous ne serez pas trop vendor lock-in, quoi. Vous n'aurez pas un verrouillage technologique. Mais sauf que tous les managers voyaient, ah non, mais moi je veux le truc pour 10 ans. Moi je veux Kubernetes. Et la marche était haute. Ouais, clairement. Donc du coup, on a vu 4. Ouais, il en reste 3. Ouais. Il en reste 3. Très rapidement, tout est fragmenté. Il ne faut pas croire que la connaissance, en fait, notre connaissance, elle est rangée de manière très fragmentée. Et donc, c'est ça qui nous permet d'innover aussi. C'est ce niveau de granularité, ça nous permet de prendre une connaissance dans un contexte et de la réutiliser pour autre chose. Mais il ne faut pas croire que, voilà, moi je peux te débiter tout ce que je sais sur un sujet, quoi. Et donc, ça veut dire que aussi, quand on va consigner de la connaissance, il vaut mieux respecter cette fragmentation, ce niveau de granularité est très important à essayer de bien réussir. L'échec toléré marque plus que le succès.
Donc, des bases de données de bonnes pratiques, c'est peut-être mieux de faire des bases de données de mauvaises pratiques. C'est vrai que ça marque plus les gens quand tu leur fais la liste des pires mots de passe utilisés que de leur dire voilà ce que c'est qu'un bon mot de passe. Et en plus, ça laisse plus d'ouverture à l'innovation. Parce que si je te dis voilà la manière de faire, en fait, on fait que ça. Alors, il y a des moments où il faut le faire. Je veux dire, il ne faut pas qu'on innove sur quel côté de la route on doit conduire en France. Il vaut mieux qu'on soit tous d'accord sur un seul. Mais sur certains sujets, c'est bien de laisser un peu d'ouverture, de dire voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et ensuite, ça laisse l'ouverture d'explorer plusieurs chemins sur ce qu'il faudrait faire, parce qu'en fait, il y en a plusieurs qui sont valables selon le contexte. Ouais. Puis le dernier truc, c'est la manière dont nous connaissons les choses n'est pas celle que nous rapportons. Si je te dis comment tu as pris une décision, c'est sûrement pas ce que tu vas me décrire. Tu prends une décision et après je te dis comment tu as pris cette décision. Ce que tu vas me décrire n'est sûrement pas le processus cognitif qui a été fait. C'est une argumentation, c'est une histoire qui confirme le... Oui, qui te donne bonne conscience souvent. Donc il y a ces notions de left brain interpreter, l'interprète du cerveau gauche, qui a été exhibé sur des cas de cerveau divisé, où en fait le corps calleux a été coupé. Et donc, il n'y avait plus de communication entre les hémisphères de cerveau de ces personnes-là. Et donc, on a fait des expériences qui ont montré qu'en fait, on leur montrait une image qui était perçue par l'hémisphère droit. Très troublant, la personne se lève parce que troublée par cette image. Ensuite, on lui demande pourquoi tu t'es levé. La personne raconte un bobard. C'est le cerveau gauche, en fait, une partie du cerveau gauche qui a proféré l'explication. Et la personne se doute de rien. T'as raconté un bobard ? Ben non. Non, c'était ça. Et ça c'est lié à la dissonance cognitive, mais voilà, en fait, finalement, à quoi ça nous sert évolutivement de connaître notre cognition ? Je pense que ce serait très énergivore aussi. Donc, il faut juste le reconnaître et faire avec, quoi. Dans ce que tu as évoqué aussi sur ce partage de connaissances et transmission du savoir, tu as évoqué le côté très, très social de ces éléments-là. Ce qui implique du coup une communication, un échange, un partage avec ses pairs. Le Covid a quand même drastiquement changé la manière dont on travaille aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de télétravail, même si l'entreprise commence à dire qu'il faut que tout le monde revienne, mais on n'en est pas encore pleinement là. Comment est-ce que le Covid a affecté du coup justement cette philosophie, ou pas philosophie, mais cet aspect du métier de partage de connaissances et de l'information? Moi, personnellement, je ne voudrais pas me prononcer trop sur ce que devrait être l'avenir, à quoi va ressembler l'avenir, qu'est-ce qui est en train de se consolider. Je pense qu'on est encore en train d'apprendre des choses. Même si le Covid, en fait, les confinements sont assez loin, les restrictions sont assez loin, on voit encore des masques, il y a encore des infections, mais on n'est plus dans ce contexte-là depuis au moins 1 an et demi. Ce que je voudrais quand même mettre en garde, c'est ces principes de gestion de connaissances dont on a énuméré. C'est aussi d'aller mieux comprendre la cognition humaine telle qu'elle est réellement et ne pas se leurrer. Il y a des entreprises qui vantent leur culture de l'écrit. Vous ne consignez qu'un pourcentage faible de votre connaissance à l'écrit. Et c'est très bien que vous le fassiez et que vous soyez judicieux sur la manière de le faire. N'imaginez surtout pas que c'est exhaustif et ne sous-estimez pas la valeur de la connaissance que vous n'arriverez jamais à mettre dans ce processus d'écrit. Continuez à investir dans la mise en relation de l'informel, les liens informels, densifier les liens informels entre les gens. Et effectivement, c'est un vrai défi et je pense que il y a plein de facteurs en fait qu'il faut prendre en compte, mais prenons-les et ne sous-estimons pas la problématique, quoi. Ouais. Dans ce que tu décris aussi, il y a on parle effectivement d'équipe, on parle d'outils, on parle de partage. Est-ce que ça veut dire que cette gestion de la connaissance, elle est réservée aux grandes entreprises, aux grandes équipes, qu'il faut du coup déjà une certaine échelle pour se permettre ce genre de choses? Non, pas du tout. Et puis, je pense qu'il ne faut pas restreindre à l'intérieur de l'organisation. Moi, je mesure de plus en plus la valeur d'avoir aussi des connaissances et de la partage de connaissances extra-entreprises. J'ai déjà été dans plusieurs entreprises maintenant. Je garde des liens avec certains anciens collègues.
je mesure comment les échanges ne sont pas de la même nature quand je parle avec un ex-collègue qu'avec quelqu'un qui est au sein de Zenica. Et ces deux échanges sont d'une richesse différente et je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis les conférences qui sont là-dedans, les meet-up, les podcasts, tout ça, c'est un entrepreneur qui est peut-être tout seul, s'il s'isole, ou elle, ça va pas être très facile d'innover. Et on va sentir cette pression. Alors on dit, voilà, c'est ça le lot de l'entrepreneuriat. Mais non, je pense qu'il y a une meilleure façon de faire, qui est beaucoup plus sociable et qui, du coup, décharge. Si on mesure bien le fait que notre cognition est étendue, eh bien, on peut baisser la charge cognitive et aussi décupler la performance de quelqu'un qui fait de l'entrepreneuriat tout seul. Et puis, aussi dans cette notion d'aller vers l'extérieur, moi, je trouve que ce qui est aussi pertinent, c'est que moi, toutes les fois où j'ai eu ces questions de me dire comment je fais pour diffuser de l'information au sein d'une entreprise, au sein d'une équipe, il y avait toujours le sujet de OK, on va faire des docs, on va faire des wikis, on va faire des bases de données, on va faire des trucs. Les gens n'ont pas le réflexe d'aller les consulter. Et pour moi, la solution, ça a toujours été qu'il faut trouver un moyen pour que l'information, elle arrive vers les gens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur dire si tu as une question, va là, en fait. Oui, c'est quoi, c'est RTFM, Read the Following Manual. Ça marche jamais, en fait. Les gens n'ont pas ce réflexe-là. Et tu vois, de ce que quand tu vas effectivement, quand tu vas à des conférences, quand tu écoutes des podcasts, par exemple, au hasard, ou ce genre de choses, tu as l'information qui t'arrive. Alors, c'est pas toujours de la bonne information qui arrive au bon moment, mais parfois, il y a un match qui se fait, ou il y a une lumière qui s'allumera, enfin un chemin, un lien, comme tu le disais, effectivement, qui s'allumera plus tard. Et ma réflexion là-dessus, c'est que tu entends souvent des gens te dire c'est sûr, Facebook et compagnie ils nous écoutent parce que j'ai parlé de faire un week-end à la campagne de camping avec ma tante la semaine dernière et depuis j'ai vu une pub où on me proposait d'acheter une tente Quechua. Et en fait ce que les gens oublient, c'est qu'on voit 15 000 pubs par jour qu'on ne voit pas parce qu'elles sont mal ciblées. C'est-à-dire que juste qu'il y en a une parfois coup de bol en fait qui allume ce lien en fait. Et c'est ça, tu vois, pour moi, l'intérêt, notamment, pour ça que j'ai fait ce podcast, c'est qu'en fait, certes, j'abreuve de techno, de sujets un petit peu différents, mais il y a un moment où il y aura un lien qui va se créer chez chacun de manière plus ou moins inopinée, quoi. Oui, et on sait pas à quel moment ça va se faire, et on ne sait pas aussi avec quel délai. C'est-à-dire que parfois, en fait, cette lumière, en fait, elle s'allume des années plus tard sur la base de quelque chose qui a été écouté avant. Et d'ailleurs, c'est marrant, j'en parlais avec Oldelaf. J'ai fait des épisodes spéciaux cet été. Donc Oldelaf qui est un chansonnier comme on dit, donc humoriste et musicien sur RR Chanson. Il explique ce processus en fait qu'il y a des trucs parfois qui vont mettre des années à maturer et parfois il y a des trucs il y a 2-3 petits bouts de mélodie qu'il a enregistrés au travers de différentes périodes et puis d'un coup il y a une espèce de regroupement de ces mélodies qui se fait comme une évidence, quoi. Oui, tout à fait, et qu'on ne peut pas forcément expliquer, mais après un neuroscientifique va pouvoir peut-être dire un petit peu plus le procédé. J'entends souvent, et peut-être que c'est son cas à Oldelaf, j'entends souvent certains métiers créatifs comme ça qui vont dire je fais jamais un seul projet à la fois en fait. Ou alors c'est un peu contextuel, c'est-à-dire que moi je connais beaucoup plus le monde du jeu de société et je connais certaines personnes, ils vont dire moi je balance 3, 4, 5 idées de jeux de société, puis j'essaie de faire avancer un, puis je mets de côté, puis l'autre. Ou alors, mais après, quand j'ai un projet bien spécifique, ça va être mon projet, parce qu'il faut que je mène à bout. J'ai eu cette consolidation que Oldelaf a décrite, et il faut que j'y aille dans la caverne, et je sorte du tunnel après avec le produit fini, quoi. Ouais. Je vois que leur tourne, c'était une discussion extrêmement riche. On a vu beaucoup de choses. Pour toi, en dernier point, comment tu ferais le lien entre cet épisode et je sais pas un autre. Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir faire? On parlait de cette notion de lien en fait entre les différentes informations. Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir faire comme lien entre cet épisode et tout ce que tu nous as partagé ici vers autre chose?
Oui, j'espère que ça, que ça suscite d'aller se documenter un peu plus sur les notions. J'espère aussi que en fait, ça a fait tilt de quelque chose que moi je connais pas. Et donc, j'invite aussi à partager sur les réseaux sociaux des choses, des tilts, des petites étincelles, des liens que certains auditeurs, certaines auditrices ont fait en écoutant le podcast. Et voilà, c'est ça qui est la richesse du partage de connaissances, c'est de partager ces trucs-là que moi, j'ai pas conscience, quoi. Okay. Après, qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a un podcast que je peux recommander, que je trouve qui est assez accessible et alors c'est en anglais, donc pour les personnes qui ne sont pas anglophones, je suis malheureusement anglophone de naissance, donc c'est pas un problème pour moi, mais il y a un podcast qui s'appelle You Are Not So Smart, tu n'es pas si intelligent que ça, qui au départ passe en revue tous les biais cognitifs, ce qui devrait être appelé heuristique cognitive, mais c'est hyper intéressant justement pour aller creuser, et il reçoit très régulièrement le ou la scientifique en fait qui travaille sur ces notions-là. Okay. Donc ça permet d'un peu de crever l'abcès, de se dire ah ouais, mais en fait on n'est pas tout à fait comme on pense, quoi. Ok, canon. Et donc c'était effectivement la question rituelle, la première question rituelle sur le podcast. La suivante est la plus classique, c'est est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Alors si vous voulez ma réponse personnelle, vous n'avez qu'à chercher le premier épisode sur lequel j'ai été, épisode sur 26, ce podcast. Voilà. Après, pour moi, la réponse, c'est éditeur config. Ok. Il faut que ça soit paramétré, et comme ça, on n'en parle plus, quoi. Tout le monde fait la même chose, et l'éditeur fait ce qu'il faut selon la mise en forme du fichier. Voilà, comme ça, on s'en préoccupe. On est tous au bon endroit. Et merci beaucoup, William, pour cet épisode. Avec plaisir, merci. Et merci à tous d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Voilà, j'espère effectivement, comme le dit William, que ça a connecté des choses entre vous, avec d'autres idées, d'autres savoirs. N'hésitez pas à nous les partager. Il y aura les contacts de William dans la description de l'épisode, et les miens aussi. N'hésitez pas à nous les partager, ce sera avec grand plaisir. Et sinon, partagez aussi ce podcast autour de vous. C'est aussi un moyen d'allumer des lumières et des liens avec d'autres personnes encore ailleurs. Donc merci beaucoup pour tout ça. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev, et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous, et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner, ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.